Bienvenue à la causerie de ce lundi matin avec sur ce plateau Sena Léa Glago, rédactrice en chef de Radio Tokpa. Bonjour. Bonjour Gilles Christ, bonjour Lali et bonjour aux téléspectateurs. Et sur ce même plateau, Steve Poton, bonjour. Bonjour. Vous êtes... téléspectatrices de RTL. C'est un plaisir de vous retrouver. Vous êtes un juriste. Avec vous, chers invités, nous allons donc explorer les différentes possibilités face à la situation politique actuelle. Et vous le savez, à l'occasion de la rencontre entre le chef de l'État et la classe politique le 6 mars dernier, il a été donc retenu que la classe politique se concerte et pour justement trouver des solutions face à la situation politique actuelle. Steve Poton, est-ce que d'abord vous partagez l'avis selon lequel, juridiquement, on n'est pas dans une impasse et que c'est politiquement que les gens veulent faire des arrangements? Alors, je ne sais pas celui qui l'a dit ainsi, mais je pense quand même que la politique commande le droit. Et donc, si politiquement nous sommes dans l'impasse, c'est que juridiquement, quelque part aussi, nous sommes dans l'impasse. Parce que tout problème d'application des tests est un problème juridique. Et donc, je ne vois pas pourquoi on peut dire que juridiquement, nous ne sommes pas dans l'impasse. Si, juridiquement, nous sommes dans l'impasse aussi. Mais est-ce que les tests en eux-mêmes posaient problème? Les tests en eux-mêmes ne posaient pas problème. En tout cas, si c'est que certaines parties, ou bien l'une des parties n'est pas d'accord avec le contenu des tests, ça c'est un débat qu'on peut déposer après. Mais en démocratie, c'est la loi de la majorité. Donc, même ceux qui demandent à ce que les lois soient réécrites actuellement là, si on va au Parlement, in fine, c'est la majorité qui va décider. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'on aurait un contenu arrangé ou arrivé là, on va dire, bon, c'est ce que nous souhaitons, ça, mais plaquer ça. Non, on va chaque fois, article par article, ce qu'il faut modifier, on va voter. Donc, le problème du contenu des tests, on peut discuter de ça, mais c'est un débat à part. Maintenant, le problème de l'application des tests, ce problème peut rester encore éternel. On peut aller réécrire les tests et revenir. Les mêmes problèmes d'application vont commencer par poser. Et là, ce serait quand même vraiment dommage. Très bien. D'accord. Joseph Gogo nous a rejoint sur ce plateau. Il est le directeur de publication du quotidien Le Devoir. Joseph Gogo, bonjour. Bonjour, Jéclis. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, Sena Léa Glago, on posait tout à l'heure la question à Steve Poton. Comment qualifiez-vous la situation dans laquelle nous sommes actuellement? Je n'aimerais pas qualifier la situation dans laquelle nous trouvons actuellement. Je me dis que nous avons quelques difficultés dans l'application de tests que nous avons votés à l'Assemblée nationale. Quand je dis nous, je parle plus de la classe politique parce que les populations n'ont aucun problème. Et je pense que ces difficultés que nous rencontrons donc, dans l'application de ces deux tests que nous avons récemment réaménagés vont trouver des solutions. C'est une question de bonne foi, c'est une question de responsabilité, comme je l'ai toujours martelé. Et c'est une question de bon sens à des moments donnés. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous parlons de chevauchement de date, nous parlons de délai, nous parlons de ce certificat de conformité qui est intervenu et qui a créé tous les problèmes selon certains partis politiques. Je pense que les tests, ce sont des hommes qui les votent et ce sont des hommes qui doivent les appliquer. Et si à un moment donné, on se rend compte qu'il y a des difficultés, on peut toujours trouver la manière sans pour autant briser l'esprit de ces tests-là pour pouvoir avancer. Parce qu'avant tout, le plus important, c'est que le processus démocratique en cours dans notre pays puisse aller de l'avant. Et comme j'ai également dit il y a quelques jours ici, c'est que nous sommes en train de grandir. Et parce que nous sommes en train de grandir, c'est normal que nous fassions des crises de croissance à des moments donnés. Et c'est normal que nous y trouvions également des solutions. Et le plus important, c'est de pouvoir traverser ces batailles-là et de se dire que ça a été difficile et qu'on a réussi. Donc, je compte sur les acteurs politiques pour trouver véritablement une panacée à ces difficultés que nous rencontrons pour que nous puissions aller de l'avant. Joseph Bobo, quelles sont les possibles solutions pour la situation actuelle? Oui, merci. Je pense que nous sommes dans l'impasse. Et quand on est dans l'impasse, il est inutile de revenir sur les conditions ayant créé cette impasse-là. Je crois que dans l'état actuel des choses, il va falloir aller vite. Retourner à l'Assemblée poserait beaucoup plus de problèmes que, par exemple, essayer d'en sortir par le ministère de l'Intérieur. Par exemple, que les formations politiques ayant déposé leur dossier pour être étudié et être validé
que ces formations politiques-là se rapprochent de l'administration, notamment des services du ministère en charge de l'Intérieur, et que les dossiers soient étudiés. Je ne suis pas... Qu'on conserve les tests en l'état, bien sûr, et qu'on leur donne un délai supplémentaire, c'est ça? Qu'on leur donne un délai de maximum 72 heures, parce que nous sommes tenus par le calendrier, et que c'est après étude que leur dossier soit validé, qu'ils puissent avoir le récépissé définitif. Parce qu'il faut avoir d'abord un récépissé provisoire avant d'avoir le récépissé définitif. Et dès lors qu'ils ont le récépissé définitif, je crois que le problème va être résolu. S'il ne s'agit pas de dire qu'il faut revoir le contenu des tests. Nous avons toujours eu un problème de contenu et d'application de tests dans notre pays. Et donc, pour moi, il est inutile de revenir sur ces choses-là. Il vaut mieux aller à la délivrance du certificat, pas du certificat, mais du récépissé définitif aux formations politiques qui en ont manifesté le besoin. Et donc, dès qu'ils ont le certificat définitif, je crois que tous les autres problèmes seront réglés. Moi, je pense qu'il est inutile, par exemple, de dire qu'il faut revenir sur le quitus fiscal, parce que nulle part ailleurs, alors que ce sont les deniers publics qui servent à vous payer, nulle part ailleurs, on ne voit pas d'aspirants aux fonctions politiques ou à des postes électifs ou nominatifs en train de dire qu'ils veulent déroger à la règle, de se mettre d'être en règle vis-à-vis du fisc. Il faut garder ces choses-là et avancer. Monsieur Poton, est-ce que c'est possible un délai supplémentaire? Alors d'abord, avant de répondre à votre question, permettez que je fasse deux observations sur les précédentes interventions. Alors, par rapport à Mme Glabo qui disait que nous sommes en train de faire une crise de croissance et que nous sommes en train de grandir. Non, nous ne sommes pas en train de faire une crise de croissance. Notre renouveau démocratique a 28 ans. Bientôt, nous avons entamé la 29e année. Nous sommes au tournant de la maturation. Et ce qu'il faut exiger de la classe politique, c'est de la maturité. Vous ne pouvez pas avoir un garçon de 29 ans que vous allez traiter de... Il est en train de faire une crise de croissance. C'est grave. On ne peut pas prendre les exceptions pour les règles. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, soit on se responsabilise davantage, d'accord, et on prend notre destin démocratique en main, soit on continue là à jouer avec les choses les plus essentielles. Je vais faire un parallèle avec le Ghana. Nous avons commencé le renouveau démocratique avec le Ghana. Et je répète, on organise les élections au Ghana aujourd'hui et avec une différence de 15 000 voix, on connaît le vainqueur et personne ne conteste les élections. C'est ce que le Ghana a fait du renouveau démocratique, ça. Qu'est-ce que nous en faisons? Aujourd'hui, le débat après 29 ans au Bénin, c'est est-ce que l'opposition va participer aux élections? Ça, je n'appelle pas ça crise de croissance. J'appelle ça crise de maturité. La démocratie, les Béninois sont des démocrates. Et moi, je peux me tromper, mais je pense fermement que ce serait impossible. C'est-à-dire, laissez-moi le dire ainsi, c'est que la démocratie est un processus irréversible au Bénin. Et quiconque tentera de renverser le processus, sincèrement, peut-être trouvera malheur en chemin. Donc, il faut que ça soit clair pour tous les acteurs politiques. Mais d'abord, avant que vous nous continuiez, est-ce que cette démocratie-là aussi n'est pas le respect des tests qu'on a votés? Mais laissez-moi finir. Donc, c'est pour dire, il faut qu'on s'entende sur au moins des bases, pour dire, est-ce que nous sommes d'accord que la démocratie est indispensable pour le Bénin? Parfois, le concept de démocratie nous sommes d'accord, d'un individu à un autre. Oui, exactement. Et, oui. Et toutes les questions publiques ne sont pas des questions politiques. Et toutes les questions politiques ne sont pas des questions partisanes. Il faut que la classe politique cesse avec ça. Et ma deuxième observation concerne l'intervention de M. Bobo, qui disait que nous ne devons pas regarder les conditions de l'impasse. Alors, moi, quand on a commencé par parler, par exemple, de réécriture des tests, même la réunion du bureau politique de l'Assemblée nationale, la conférence des présidents, tout ça, si les députés débarquent à l'Assemblée nationale, à la fin, ils émagent. Je suis venu, ils émagent. C'est des indemnités qui vont être payées. Alors, vous accepterez de payer un travailleur pour faire 2 fois le même travail? Personne sur le plateau ici n'accepterait pas. Donc, symboliquement d'abord, le fait de dire de retourner au Parlement et de ne pas regarder les conditions qui ont amené l'impasse, on peut passer à côté aussi du diagnostic du mal de l'impasse. Est-ce que vous voyez? Donc c'est important de regarder
les conditions qui ont créé l'impasse. Et pour moi, la condition essentielle qui a créé l'impasse, c'est la décision de la Cour constitutionnelle du 1er février 2019. S'il n'y a pas eu cette décision, les partis politiques de l'opposition, FCBE, RE, USL, seraient en train de participer au processus électoral actuellement. Parce que la décision faisait état du certificat de conformité, c'est ça? De conformité. Alors que dans la décision, le juge constitutionnel a constaté encore que ces partis politiques ont une existence juridique jusqu'au 16 mars à Munich. Oui. Et la conséquence de cette existence juridique, c'est quand même de jouir des droits, dont la participation aux élections. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, le juge constitutionnel pouvait peut-être rendre la décision pour permettre aux nouveaux partis politiques, d'accord, créés sous l'égide de la nouvelle loi, de participer aux élections. Mais au même moment, laisser les partis dont l'existence juridique ne souffre d'aucune contestation, les laisser participer aux élections. Et ce qui est grave, laissez-moi finir. Ce qui est grave, ce qui est grave, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Ce qui est grave, est-ce que vous savez que c'est après la promulgation de la nouvelle loi que le récépissé, d'accord, sous l'égide de l'ancienne loi, a été délivré à 2 partis politiques, notamment USL et FCBE. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, alors, pourquoi on leur délivre, malgré l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, on leur délivre un récépissé sous l'égide de l'ancienne loi? Parce que le délai de 6 mois là tient toujours, et on leur refuse ensuite de participer aux élections. Je pense juridiquement et politiquement, ça n'a pas de sens. Oui, mais lorsque vous parlez du certificat de conformité qui a été exigé par la décision 19-001 du 1er février, une décision rendue publique par la Cour constitutionnelle, si la décision ne faisait pas état du certificat de conformité, et que tout de même, et même le code électoral, la charte des partis politiques font mention de ce que le parti doit se régulariser au ministère de l'Intérieur, par quel acte le ministère de l'Intérieur devrait dire, bon, tel parti est apte à aller aux élections? Comment devrait-on prouver la régularité d'un parti politique? La charte des partis politiques a tout prévu, que ce soit l'ancienne charte et que ce soit la nouvelle charte. Dans la nouvelle charte, où on peut trouver qu'il y a un problème, on a dit, quand vous déposez votre dossier et que le dossier est complet, on vous délivre d'abord un récépissé provisoire. Après, on vous délivre maintenant une autorisation provisoire de constitution. Oui. L'article 24 de la nouvelle charte des partis politiques. Une autorisation provisoire. Et ça, c'est une pièce. Oui, c'est une pièce que le ministère de l'Intérieur vous donne. Que vous êtes autorisé, votre parti politique est autorisé. D'abord, quand on dit vous êtes autorisé, c'est que vous pouvez commencer par organiser au nom de ce parti politique des meetings dans le pays, des réunions, des rencontres. Est-ce que vous voyez un peu? Et vous prenez cette autorisation provisoire, vous allez faire la publication au journal officiel. Vous revenez avec le journal officiel maintenant et le ministre de l'Intérieur vous délivre le récépissé définitif. Bon, est-ce que ce n'est pas la même pièce? Est-ce que ce n'est pas juste un jeu de mots qui... Non, c'est pour vous dire juste... C'est pour vous dire juste... Autorisation définitive? Non, je dis à chaque étape, le législateur a appelé, d'accord, la procédure par son nom. D'accord, à chaque étape. Donc c'est l'appellation juste qui gêne, c'est ça? Non, ce n'est pas l'appellation gêne, mais quand c'est clair, pourquoi créer encore du flou? D'accord. Très bien. Et c'est ce que la Cour constitutionnelle a fait. Moi, je continuerai toujours à le marteler. C'est ce que la Cour constitutionnelle a fait. Oui, je crois qu'il a parfaitement raison. Le certificat de conformité. Je crois que la révilement jurisprudentielle, on en a l'habitude dans notre pays, donc il va falloir que... On en a l'habitude. Oui, bien sûr, on en a l'habitude dans notre pays. Il va falloir donc que le juge constitutionnel se penche sur la question afin de permettre à ce que la situation soit complètement décantée. Parce qu'en réalité, je suis d'accord que dans aucun pays au monde, aucune organisation, fût-elle politique, administrative, sportive, culturelle ou je ne sais quoi, ne saurait exercer valablement, normalement ses activités sans une autorisation de l'administration. On est d'accord? Nous sommes tous d'accord. Alors, si on est d'accord que c'est l'administration qui vous autorise à exercer vos activités, le document que l'administration vous délivre, comment est-ce qu'on peut l'appeler? C'est de ça qu'il est question. Récépissé? On peut l'appeler récépissé, on peut l'appeler attestation, on peut l'appeler également certificat.
on peut également l'appeler certificat. Mais non, non. Parce que, en réalité, C'est pas au juge constitutionnel je suis d'accord. de décider de comment on va appeler le... Oui, je suis d'accord. Oui, mais C'est quand le juge Oui. ne peut qu'intervenir quand En cas de contentieux. pas contentieux même, et en cas de silence de la loi. La loi a dit, quand vous déposez vos dossiers, on vous délivre un récépissé provisoire. Très bien. Que si le dossier est accepté, on vous délivre une autorisation provisoire. Oui. Et que quand vous faites la Au publication journal officiel. on vous délivre un récépissé définitif. Est-ce que ça peut être plus clair que ça? Très bien. D'accord. Je vous Non, ai beaucoup moi, fait je veux ces savoir. analyses. Et donc, Oui. c'est pour ça que tout à l'heure, je demandais qu'on ne retourne pas sur les conditions ayant créé l'impasse. Parce que si on doit retourner sur les conditions ayant créé l'impasse, on risque de ne pas en sortir. Pour guérir le mal, il faut l'identifier. Mais Si on ne le- s'entend pas sur le mal, on ne peut pas s'en sortir. Oui, c'est pour ça que je dis que la première des choses à faire, c'est d'abord de délivrer le certificat, le récépissé définitif à toutes les formations politiques ayant manifesté le besoin, en lien bien sûr avec le respect des tests, on s'est librement donné, et donc de sauter le verrou, après de sauter le verrou du certificat de conformité imposé par la Cour constitutionnelle. Mais il y a une chose, lorsque vous lisez très bien la charte des partis politiques en ses articles 17, 18, 19, 20, 21, 22, ça parle bien de notification de conformité et de non-conformité. Oui. Ça parle bien de notification de conformité et de non-conformité. Alors, lorsqu'on vous délivre ou lorsqu'on vous donne une notification, le document qu'on vous remet, comment est-ce qu'on peut l'appeler? Mais c'est le législateur qui dit comment on appelle le document. Bien évidemment Non, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas faire du fétichisme juridique. Oui. Oui, il ne faut pas fétichiser avec le droit. Oui, Quand je le suis législateur dit, Oui. c'est ça, c'est ça. On peut ne pas être d'accord avec ça. On D'accord. peut avoir ses appréhensions sur ça. Oui. Mais on s'en tient à ce que le législateur a dit. D'accord. Et le On est législateur d'accord. a dit Oui. récépissé provisoire. Oui. En quoi, moi, Très bien. quand, on met document, quand le ministère de l'Intérieur met, le ministère de l'Intérieur, parce que la notification, c'est Oui. une correspondance. Très Oui. bien. Ça dit, mais on vous a suivi tout à l'heure. ce que le contenu, ce qu'on appelle en droit l'instrumentum, Oui. ça dit le document qu'on vous remet là, l'instrumentum, là, Oui. le papier là. Bien. Quand on met sur ça, Oui. récépissé provisoire, Oui. où est le problème? Et c'est ce que la loi. Non, je ne sais pas. Je suis d'accord. Oui, ouais, je le suis problème, d'accord. Mais est-ce que vous êtes comme également le dit les d'accord? Ivoiriens, il ne faut pas non ce qui est court. C'est pas... Très bien. D'accord. C'est dans les C'est- c'est dans les Aglago. Lorsqu'on suit un peu ces différents débats, parfois on se dit que le problème autour du certificat de conformité, c'est peut-être un C'est avis pas un problème personnel. de fond. En réalité, ce n'est pas le papier qui pose problème, c'est peut-être l'appellation au finish. C'est dans les Aglago, c'est... Moi j'aimerais pas refaire ce débat. Oui. Je vous ai dit quand vous m'avez invité que là où on en est, il faudrait qu'on avance. Parce que j'ai l'impression qu'on tourne en rond. On tourne en rond parce que tous, autant qu'ils sont, juges constitutionnels, législateurs, acteurs politiques, ils savent où se situe le problème et ils s'amusent à ne pas trouver la solution. Parce que malheureusement, on est tous des béninois. Et j'ai toujours dit que je suis désolée de me rendre compte chaque fois que c'est toujours sur des questions politiques qu'on a toujours des questions, des difficultés d'interprétation. Quand c'est d'autres lois qui s'appliquent à nous, pauvres citoyens, malheureusement, il n'y a jamais ces débats-là, il n'y a jamais ces problèmes où on dit il faut revoir la loi, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est douloureux de le constater, mais on ne peut pas continuer ainsi. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, je suis d'accord avec Joseph Bobo qu'il ne faut pas rechercher les difficultés parce que les difficultés, on les connaît déjà. Qu'est-ce qu'on fait pour avancer? Si c'est le certificat de conformité qui pose problème, trouvons la solution. Que le juge constitutionnel, comme il a dit, fasse un revirement jurisprudentiel et qu'on quitte là pour qu'on avance maintenant. Parce que vous savez, moi je suis encore chaque jour un peu plus inquiète. Parce que les députés iront à l'Assemblée nationale, oui. Mais ils vont prendre combien de temps pour revoir la loi? Vous allez voir, ça va encore être Aller tellement dans tous les polémique, sens. ça va tergiverser. J'ai l'impression, excusez-moi du peu, parce qu'il y a quelques semaines, j'ai dit que c'est les questions de sous qui se posaient problème. Mais aujourd'hui, je suis désolée de me rendre compte que les gens n'ont pas envie d'aller aux élections législatives. Excusez-moi du peu, hein, mais c'est l'impression malheureusement que j'ai. Parce que vous savez, même le temps qu'on fasse ce débat, qu'on trouve des solutions, je pense que si un parti voulait avancer, il continuerait à constituer ces dossiers pour qu'au cas où, à l'Assemblée nationale, on prenne une décision, que chacun soit prêt. Mais malheureusement, vous allez voir, ils n'en feront rien. Il y aura la marche, peut-être ce matin, je ne On sais va en pas. parler tout à l'heure. Il y aura la marche, Peut-être il y à la aura, fin du il y aura débat. les discussions à n'en plus finir, des interprétations. Dans tous les sens, tout le monde va devenir juriste, tout le monde va devenir législateur, tout le monde va devenir acteur politique, et on va perdre du temps correctement.
et on se rendra compte qu'on n'est pas prêt pour participer encore à ces élections-là. Est-ce qu'on doit toujours continuer comme ça? Et je l'ai dit la dernière fois ici, quand vous allez à un examen, vous êtes obligé de fournir les dossiers pour aller à cet examen, que ça vous plaise ou non. C'est vrai que je suis d'accord qu'il y a un document peut-être qui pose problème aujourd'hui. Parce que chaque fois, malheureusement, depuis que ce processus a démarré, il y a un jour, on vient, on dit, tel document pose problème, telle procédure pose problème. Je suis sûr qu'on va finir tout à l'heure avec peut-être cette question de certificat de conformité. Et demain, ces acteurs politiques vont encore nous trouver un autre problème. S'ils ne veulent pas aller aux élections, malheureusement, ils n'ont qu'à dire qu'ils ne veulent pas y aller pour que nous, on va qu'à nos occupations, qu'on aille à autre chose. Parce que vous savez, nous avons tous des activités et malheureusement, les gens ne comprennent pas l'importance de ce que nous faisons sur les plateaux en discutant de cela. Et nous, on perd du temps parce que nous, on doit mener nos activités et personne ne prendra du temps pour légiférer sur les difficultés que nous, on a au quotidien et ça va avancer. Donc, les acteurs politiques... Les problèmes démocratiques font partie aussi de notre quotidien. Oui, d'accord. Mais nos problèmes donc, si le pays ne se porte pas bien, vous ne pouvez pas vaquer librement à vos occupations. Et donc, ce que vous êtes en train de faire, c'est une participation citoyenne. Et le pays vous en félicite pour ça. Non, le pays n'a pas besoin de me féliciter puisque j'ai accepté de le faire. Mais je pense qu'il faudrait qu'on arrête cela. C'est épuisant à la fin. C'est fatigant. Même eux-mêmes qui ont créé ce débat-là, maintenant, ils sont fatigués et ils sont dos au mur et ils ne savent plus quoi faire. Non, ils n'ont qu'à dire quelque chose, prendre une décision pour qu'on avance. S'ils ne veulent pas aller aux élections, on passe. S'ils veulent aller aux élections, si on doit revoir le calendrier électoral, on revoit. Si c'est le juge constitutionnel qui doit prendre une décision, puisque le juge doit rendre des décisions par rapport à ces partis qui ne pourront pas. Que ça aille très vite pour qu'on en finisse. Parce que moi, j'ai souhaité au début de ce processus qu'on ne perde pas du temps, parce que c'est un passage, pour moi, une fête comme on passe rapidement et on va à autre chose. On ne va pas toujours tergiverser chaque fois sur des questions politiques dans ce pays. C'est épuisant. Voilà. Monsieur Poton, que faut-il faire alors par rapport au certificat de conformité? Alors, moi, je l'ai indiqué dans une contribution hier, mise en ligne hier, qu'il faut que la Cour constitutionnelle prenne ses responsabilités. En faisant quoi? En revenant, par exemple, sur sa décision. Moi, je pense qu'il faut même compléter sa décision. C'est qu'il ne faut pas jeter la décision. Il faut compléter la décision. C'est-à-dire, les partis politiques qui ont déjà le certificat de conformité, d'accord, qui sont rentrés dans le processus électoral avec ça, qu'on maintient leur certificat de conformité. Mais que la Cour complète maintenant en utilisant son pouvoir de juge régulateur, tel que prévu par l'article 114 de la Constitution, d'accord, pour rétablir le droit des partis politiques, d'accord, de l'opposition, qui avaient des récépissés légalement délivrés au Bénin et qui pouvaient participer aux élections avec ça. Et maintenant, donner peut-être l'injonction au ministère de l'Intérieur qu'il a jusqu'à telle date pour vider tous les dossiers de récépissés provisoires ou de récépissés définitifs de tous les partis politiques. Ensuite, il y a eu un problème par rapport au quitus fiscal. Et moi, je veux voir quel est l'acteur politique qui veut venir à la télé dire de revenir sur le quitus fiscal. Je veux voir. Parce qu'on va apprécier sa moralité. Parce que vous ne pouvez pas dire vous voulez aller être pris en charge par l'État et dire que vous ne voulez pas qu'on vérifie si vous êtes à jour de vos contributions dans la caisse commune. Ça, c'est une irresponsabilité totale. Mais par contre, quelle injustice. Si un citoyen qui est à jour vis-à-vis du fisc, d'accord, formule la demande de quitus fiscal pour pouvoir participer aux élections et que ce quitus fiscal n'est pas délivré à temps pour qu'il puisse participer aux élections. Ça va être une injustice totale qu'il ne faut pas souhaiter. Donc, la Cour constitutionnelle, toujours dans son rôle de juge régulateur des pouvoirs publics, peut demander au ministère des Finances, à travers l'administration fiscale, de vider tous les dossiers de quitus fiscal concernant les élections législatives en 72 heures. Et moi, je préconise même que la Cour peut aller loin. La Cour peut désigner même un juge ad hoc de contentieux par rapport au quitus fiscal pour dire si l'administration vous refuse le quitus fiscal, vous estimez que vous êtes à jour vis-à-vis du fisc, voilà le juge que vous devez saisir, d'accord, qui va examiner et rétablir vos droits ou bien confirmer la décision de la Cour, de l'administration fiscale. Et là, au moins, ça n'a rien à voir avec la validation des dossiers au niveau de la Sénat. Mais un citoyen qui est à jour vis-à-vis du fisc, qui formule la demande et qui veut participer aux élections, il faut qu'on lui délivre son quitus fiscal. Il ira régler le reste avec son parti et la Sénat. Et la Cour peut nous aider à résoudre ce problème. Je crois que tu es en train d'inviter les hommes politiques à la paresse.
Ce n'est pas le jour de fête qu'on apprend à danser. Si je veux être candidat, si je suis aspirant aux élections législatives, je devais le savoir depuis 4 ou 5 ans. Je devais me préparer en conséquence. Donc, je n'attends pas le jour où on demande, par exemple, on fait l'ouverture de dépôt de dossier à la Sénat pour commencer par courir derrière le quitus fiscal. Alors, je devais cesser à me mettre à jour vis-à-vis du fisc depuis que l'envie m'est venue de me porter candidat aux prochaines élections. Et donc, pour cela, ceux qui aujourd'hui pensent que le quitus fiscal, on l'a mis dans la loi juste pour faire obstruction ou pour les empêcher d'être candidats. Moi, je n'ai pas dit ça. Oui, je suis d'accord. Mais ce que tu dis, en réalité, c'est de là trouver... Personne ne peut venir contester Je suis d'accord, il n'a pas dit ça. Donc, il n'est pas contre l'instauration du quitus fiscal, mais il demande à ce que tous ceux qui sont à jour soient servis. C'est un peu ça. Oui. Si tu savais que tu devais être candidat aux prochaines... Moi, si je savais que j'allais être candidat aux prochaines élections législatives, j'allais me préparer en conséquence à aller me mettre à jour vis-à-vis du fisc. Donc, ça veut dire que vous ne connaissez... Non, ça veut dire que vous ne connaissez pas le problème que pose le quitus fiscal. Parce qu'il n'y a que 2 personnes au Bénin pour délivrer à tout le monde. Oui. Le directeur général... Mais c'est en ligne que les gens font les formalités. Non, je dis, mais il n'y a que 2 personnes pour délivrer. C'est-à-dire pour apposer la signature de l'État. Il n'y a que 2 personnes. Le directeur général des impôts et son adjoint. Est-ce que vous voyez un peu? Pour délivrer pour tout le monde. Ce sont les hommes. Ce sont les hommes. Humainement, le directeur général de l'impôt et son truc là, ce sont des vice-ministres pratiquement des finances. Est-ce que vous voyez un peu dans leur rôle? Et ce que nous sommes en train de dire là, vous pensez que ils vont s'immobiliser pendant 1 mois, 2 semaines pour dire nous n'avons que des quitus fiscal à signer exclusivement. Non, ils ont d'autres choses à faire. C'est ça. Non, mais ça n'a pas fait parce que le 26 février, la date de la clôture, à 23h30, il y a des candidats dont les quitus fiscaux sont non, et ce n'est pas parce qu'ils sont venus. Non. Prenez les choses au cas par cas. Il y a des candidats même qui ont fait débarquer un huissier de justice au niveau de l'administration fiscale pour dire je suis à jour, j'ai payé tous mes impôts. Vous m'avez dit de faire des formalités au niveau de l'Internet. Je l'ai fait, d'accord, je l'ai fait. Et depuis, vous ne me servez pas. Des candidats qui ont fait débarquer des huissiers de justice au niveau de l'administration fiscale. Ça, vous en faites quoi? C'est juste pour... Non, c'est juste pour... Le débat qu'on fait pose un problème. Le débat qu'on fait pose un problème de fond au sein de nos formations politiques. Vous savez, nos formations politiques, excusez-moi, n'ont pas les ressources humaines qualifiées pour permettre à qu'on leur explique. Non, on va s'écouter. Il y a des formations politiques. De la plupart. Il y a des formations politiques qui n'ont pas eu de problème. Eux, ils ont trouvé les ressources humaines là où. Ils ont trouvé les ressources humaines. Ce ne sont pas des Béninois. Il faut qu'on parle trop. Oui, ce sont des Béninois, bien sûr. Mais je dis que la plupart de nos formations politiques n'ont pas les ressources humaines qualifiées pour pouvoir s'approprier de façon pertinente le contenu des différents textes législatifs qui sont adoptés et promulgués dans notre pays. Ça, je suis sûr que vous savez de quoi vous parlez. Non, mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait dans notre pays. C'est ce qui pose fondamentalement problème à nos hommes politiques. Parce que n'étant pas, disons, habitués à lire et à s'approprier les textes, ils passent souvent à côté. Ces problèmes se sont posés avec certaines formations politiques qui devaient se mettre à jour vis-à-vis de la nouvelle charte des partis politiques et vis-à-vis du code électoral. On l'a su. Et donc, vous prenez les arguments de camp que vous servez contre notre camp. Non, je ne suis pas d'accord. En fait, quand tu lis bien, quand tu observes bien, tu vois que la plupart des formations politiques, je le répète, ont des problèmes d'appropriation des textes parce qu'ils n'ont pas les ressources humaines qualifiées pour pouvoir s'approprier de façon pertinente ces textes-là. C'est ce que j'allais dire. Alors, il y a aussi une partie de la classe politique qui pense à un probable report des élections du 28 avril. Senale Aglago, est-ce que cette possibilité est à explorer aussi? Bon, il serait préférable que nous n'allions pas jusqu'à cet extrême. Parce que vous voyez, nous avons investi tellement de temps, tellement d'énergie, tellement de ressources dans ces élections. Quand je dis nous,
je ne suis pas actrice politique, mais bon, je pense à tous ceux-là qui ont citoyens. fait, en tant que citoyen également, c'est vrai, j'investis beaucoup, mais je pense qu'il ne faudrait pas explorer cette piste-là, puisque des solutions, nous en avons apporté demain. Il suffit juste de voir dans un sens comme dans un autre si ça ne pourrait pas nous aider à sortir de l'impasse. Maintenant, si toute la classe politique décide qu'on n'ira pas aux élections législatives, nous, citoyens, on sera là pour observer, on va prendre acte et on attendra quand ils seront prêts pour aller à ces élections-là, parce qu'on on ne pourra rien y faire. Mais je pense fondamentalement qu'au moment où nous parlons là, s'il y a des possibilités que les démarches continuent, d'organisation continue, pour avoir des documents qui manquaient et autres, même si on trouve du temps pour revendiquer ses droits, même si on trouve du temps pour marcher, même si on trouve du temps pour faire des interventions, pour dire qu'on a été empêché ou on n'a pas été empêché ou qu'on est à jour, et que je pense que c'est le moment de continuer à travailler pour s'assurer qu'on soit prêt au moment où une telle décision ou une autre décision va intervenir. Et je pense que c'est le moment également de ne pas attaquer qui que ce soit, de ne pas aller dans les... de ne pas penser que les autres, comment je vais dire, ne sont pas assez responsables, même si tous nous reconnaissons que notre classe politique n'a jamais été responsable dans ces questions d'organisation-là. Oui, nous le savons tous, mais dans le cas précis, ce n'est pas le moment de tirer sur un cadavre ambulant déjà. Non, il faut accompagner le processus, il faut ensemble trouver des solutions pour régler le problème, parce que si ça pète, nous en serons tous comptables et ça n'arrange personne. Donc pour moi, qu'on soit d'un bord ou d'un autre, il faut mettre la balle à terre, il faut trouver des conciliations, il faut malheureusement trouver des compromissions, malheureusement, puisque moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut arrêter avec cela, mais nous devons sortir de l'impasse, nous devons aller de l'avant. Voilà. Et Joseph Bobo. Oui, j'abonde dans le même sens que Sénaléa Glago pour dire que, étant dans l'impasse, il serait très utile pour la classe politique de s'asseoir pour identifier les pistes sur lesquelles il faut jouer, où il faut aller pour pouvoir sortir de cette impasse-là. Ces pistes, je l'avais dit tantôt, c'est d'abord délivrer le récépissé définitif à toutes les formations politiques qui en ont manifesté le besoin. Quelle que soit la nature du dossier. J'avais dit tantôt qu'en lien avec le respect des tests qu'on s'est librement donnés. D'accord. Et de faire en sorte que Steve a dit qu'il faut que la Cour constitutionnelle complète sa décision en permettant à tous de pouvoir avancer. Je crois que c'est autour de ça que ça doit se jouer. Sinon, si on doit retourner à l'Assemblée nationale, revoir les tests, réétudier ces tests-là, les adopter, permettre au chef de l'État de les promulguer, je crois qu'on ne va pas sortir du tunnel. On va passer le temps à tourner en rond et donc on sera obligé de revenir sur la date des élections alors qu'il y a un vide juridique qui nous guette à partir du 15 mai prochain déjà. Voilà. Très bien. Oui, Steve Botton, sur cette question-là du probable report des élections, il y a certains analystes qui estiment que, au cas où peut-être les acteurs politiques ne s'entendraient peut-être pas sur une élection immédiate et qu'il y aurait peut-être consensus pour qu'on reporte, on en arriverait peut-être même à un couplage en 2020. Est-ce que cette possibilité, on va dire, enfin, est-ce qu'elle existe? Non, toute possibilité existe en politique. Et tout est possible. Et là, on quitte totalement le terrain. Oui, et tout est possible. On vient sur les compromissions politiques. Oui, tout est possible en politique. Moi, je veux juste... Il y a 83 personnes qui ne seraient pas contre l'idée de continuer à prendre leur salaire pendant un an. Encore? Oui, 82 personnes. Parce que, donc, vous voyez, et ce sont les personnes les plus concernées par la situation. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, eux, ils ne seraient pas contre. Et donc, si l'opportunité leur est offerte de reporter les élections, ils vont le faire. Mais je pense quand même que ce serait l'erreur fatale de la classe politique béninoise. Moi, je le pense. Peut-être je suis naïf, ou bien je n'y comprends rien, peut-être, mais ou bien... en tout cas, on peut dire que je suis prétentieux sur ça, mais je pense que ça va être l'erreur fatale. Parce que nous avons déjà reporté les élections une fois. C'est que les élections communales de 2013, nous l'avons reporté à jusqu'en 2015. 2 ans supplémentaires. Et donc, maintenant, nous allons reporter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en 2021, on va dire, on organisera les présidentielles en 2030. Pourquoi pas? Oui.
Ce sont des possibilités. Il ne faut pas vider la démocratie de son sens. C'est tellement irresponsable que... Vous voyez ce qui se passe, c'est qu'on a voté une loi, on a dépensé de l'argent, on a organisé des séminaires avec l'argent public, on a voté une loi. Dès l'application, on constate qu'il y a des problèmes avec quelques 2-3 petits articles. On dit, bon, on arrête tout. On est là, quel est le message? Quelle est cette démocratie au monde qui fonctionne comme ça? Moi, je veux que la classe politique tout entière... Vous avez le mot l'irresponsabilité. Oui, se regarde dans un miroir, se dit, mais quelle est cette démocratie qui fonctionne comme ça aujourd'hui? Quelle est cette démocratie? Et nous, on nous qualifie de pays pionniers, vitrine de la démocratie en Afrique. Et pourquoi pas dans le monde? Est-ce qu'on voit un peu? Et voilà le spectacle que nous offrons aujourd'hui. C'est-à-dire, on est dans des petits... Et vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que la classe politique aujourd'hui est vidée d'idées et de convictions. Malheureusement. Et sinon, aujourd'hui, le débat que nous sommes en train de faire là, nous serons en train de discuter des propositions des uns et des autres. Parce que des enjeux au niveau de la prochaine législature, Dieu seul sait qu'il en a beaucoup. Donc, nous serons en train de discuter des propositions des uns et des autres. Mais de quoi nous discutons? Qui va participer aux élections? Qui ne va pas participer? Est-ce que les élections auront lieu ou pas? Est-ce que vous voyez? Donc, et ça, il n'y a pas deux personnes qui a créé cette situation. C'est la classe politique tout entière et l'opposition et la mouvance qui a créé ce problème. Et donc, c'est le risque que nous courons en décidant de reporter les élections. Je ne vois pas l'urgence, la catastrophe qui est là, l'imminence de la catastrophe qui peut nous amener à reporter les élections. Moi, je ne vois pas. Maintenant, si nous n'avons pas des lunettes pour bien voir et que les autres voient mieux que nous, on verra après avec donc à nous initier, nous... Alors, oubliez que si on doit reporter les élections, il faut toucher à la Constitution. Non, pourquoi? Bien évidemment, parce que c'est une élection prévue dans la Constitution du 11 décembre 1990. Et donc, toutes les élections sont prévues par la Constitution. Je suis d'accord, oui. Mais je dis que si on touche à l'élection législative, on touche à la date du scrutin, on est obligé de retoucher à la Constitution. D'accord, on espère peut-être qu'on n'en arrivera pas là, peut-être. Alors, Joseph Gbagbo, qu'en est-il? La transition est toute faite avec Steve Bouton de la volonté actuelle des partis politiques, tous bords confondus, sur cette notion du consensus national. Est-ce que vous voyez venir une entente au plan national sur quelque base que ce soit, notamment avec le communiqué ou les communiqués des partis politiques qu'on lit ci et là? Est-ce que vous sentez une unicité de voix au sein de la classe politique actuelle? Il ne pourra jamais avoir unicité de voix au sein de la classe politique nationale. Vous savez, la Cour constitutionnelle avait déjà érigé le consensus comme principe à valeur constitutionnelle. Mais je ne sais pas si la classe politique l'a véritablement approprié. Parce que si elle se l'avait approprié, je crois qu'on ne serait pas en train de parler d'impasse aujourd'hui. À l'étape actuelle des choses, je crois que la situation risque de s'envenimer si, je crois que si le chef de l'État ne fait pas l'effort de rappeler toute la classe politique, parce que le chef de l'État avait reçu. Encore? L'opposition, oui, bien sûr, parce qu'il s'agit de sortir de l'impasse. Oui, mais il avait reçu les dirigeants de l'opposition, oui, ou les représentants de l'opposition avant de recevoir l'ensemble. Pas l'ensemble. Il a invité l'ensemble et l'opposition ceux qui avaient été reçus ont estimé qu'ils ne pouvaient plus être présents à cette séance. Et donc, il a reçu rien que ceux qui soutiennent son action. Oui. Voyez-vous. Et donc, je pense qu'il va falloir peut-être qu'il rappelle tout le monde et qu'il écoute le chef de l'État, l'opposition et la mouvance ensemble, oui, et que ensemble, au cours de cette séance-là, que les solutions consensuelles soient dégagées afin qu'on puisse sortir de l'impasse. Mais puisqu'il a dit lui-même que ce n'est pas à lui de décider à leur place, et il leur a renvoyé la balle. Mais je suis d'accord que c'est pas... Bien évidemment que ce n'est pas à lui de décider donc à leur place, mais ensemble... Non, je crois que devant lui quand même, il y a eu des propositions de solutions. Et donc, si tout le monde est présent, je crois que ces solutions consensuelles-là pourront être, disons, dégagées afin de nous permettre de sortir de l'impasse. Sénalia Glago. Non, je ne pense pas que pour moi, ça ne servirait à rien de refaire encore une autre rencontre avec la classe politique. Parce que vous voyez, malheureusement, cette classe politique-là, chacun en fait à sa tête. Chacun en fait à sa tête parce qu'il a dit, la première fois, c'était
l'opposition y aller. La seconde fois dit non, on n'ira plus. Et je pense que c'est là où il faut que la classe politique, pas l'opposition, la classe politique entière puisse faire preuve de bonne foi et de responsabilité. Parce que j'ai l'impression que pour eux, c'est un jeu, ça s'amuse et il n'y a pas un enjeu, il n'y a rien, il n'y a pas péril. Et pourtant, ce sont eux qui parlent tous de péril. Ils n'ont qu'à prendre un peu conscience et ils n'ont qu'à mûrir davantage parce que quand même, ils savent la solution. Hein. Moi, je pense juste qu'on s'amuse à nous faire peur, qu'on s'amuse à nous faire perdre du temps inutilement parce que vous allez voir, la solution va se trouver en un clic et tous on dira, mais tout ça pour ça. Et est-ce qu'on doit continuer par mettre en œuvre notre démocratie en nous amusant? Parce qu'il y a des questions de développement qui attendent. Il y a des questions très importantes qui attendent. Et le Bénin ne va pas s'arrêter pour une élection législative. Et tout un chacun qu'il soit, ils ont des choses à faire. C'est vrai que, bon, je rejoins M. Coton qui dit que ça ne leur déplairait pas de gagner encore les fonds publics parce qu'il y en a parmi eux qui ne pourront pas revenir à la prochaine législature. Et vous-même savez ce que c'est que d'être député à l'Assemblée nationale. Mais on ne voit pas... On ne va pas... Être député à l'Assemblée nationale. Il faut être candidat pour allez lire les tests, M. Coton, ça c'est pour nous faire rire. Donc je pense que fondamentalement, il faut que chacun prenne ses responsabilités. C'est un peu comme quand l'enseignant refuse d'aller à l'école et se met en mouvement de débrayage. Tout le monde crie. La preuve, ce sont eux qui ont pris cette décision-là. Aujourd'hui, les enseignants, malgré leur mécontentement peut-être en sourdine, sont calmes là et travaillent. Donc, je pense qu'ils n'ont qu'à être assez responsables et faire preuve de bonne foi. Ça ne nous arrange pas. Je ne sais pas ce que ça donne déjà, les rencontres entre le président de l'Assemblée nationale et ses acteurs politiques, mais je me dis toujours, c'est entre eux, ils se connaissent. Et c'est à la face du public, devant micros et caméras, qui nous montrent que rien ne va. Parce que quand vous allez de l'autre côté du couloir, ils s'en foutent pas mal de nous. Ce n'est que leurs intérêts. Ce n'est pas l'intérêt général qui prime, c'est l'intérêt personnel. Et c'est vraiment dommage. Le consensus, oui, ça pourrait se trouver. Mais pour moi, avec les tiraillements de part et d'autre, je ne pense pas qu'on ait besoin vraiment de cela tout de suite. Je pense que ce n'est que les tests et le respect qui va trancher la question. Et si le juge constitutionnel peut nous aider à trouver une solution, moi également, je pencherai pour cette solution du juge constitutionnel que de pencher pour la solution du législateur qui doit encore aller s'asseoir. Et vous savez comment ça se passe quand leurs intérêts sont menacés à l'Assemblée nationale, comment ils prennent du temps, comment ils se tiraillent et comment ça prend du temps. Et ce temps-là, on ne l'a pas. Maintenant, l'autre piste à explorer, c'est que si on arrive à trouver un palliatif pour avancer, chacun devra comprendre que le calendrier électoral, la Sénat devra comprendre que le calendrier doit être revu et on ne va pas venir nous dire encore ici que le délai n'a pas été respecté dans je ne sais pas, le nombre de jours de campagne, le nombre de temps, parce qu'on n'a plus le temps. Et moi, je ne veux même pas rêver d'un report des élections législatives parce que vous avez vu, les conséquences sont énormes. Voilà. Monsieur Coton, l'opposition elle-même est divisée. Oui, mais avant de répondre à cette question, je vais dire une chose. Je vais dire une chose. En fait, pour qu'on sorte de la situation, après Dieu au Bénin, c'est le président de la République. C'est nous-mêmes qui l'avons réalisé ici dans votre position. Après Dieu au Bénin, c'est le président de la République. S'il décide tout de suite que dans 15 minutes, cette pagaille, cette récréation est terminée, c'est terminé. Il ne légifère pas, le président de la République. Non. Monsieur Bobo sait bien de quoi nous parlons. Oui. Et pourquoi je le dis? Mais vous imaginez, nous avons un problème. Et notre président de la République n'a pas la solution au problème. Nous sommes foutus. Mais il y a la séparation des pouvoirs. Oui, qu'est-ce que vous appelez la séparation des pouvoirs? La séparation des pouvoirs, c'est qu'un homme contrôle tout le pays. C'est comme ça, oui. Mais là, dans la pratique. C'est ça même la séparation du pouvoir. C'est lui qui veille sur la séparation du pouvoir. Dans la pratique. C'est lui qui est le garant du respect. C'est lui qui est... C'est l'homme de droit là qui parle? Non. Ce n'est plus l'homme de droit. Non, c'est le citoyen qui parle. D'accord, soyons concrets. Oui, vous voulez quoi de lui? Vous attendez quoi de lui? C'est lui qui est le garant du respect de la Constitution. Et qu'attendez-vous de lui alors? Le 20 mars, quand on était dans les urnes, il n'y avait pas le nom
du président de la Cour constitutionnelle sur un bulletin, ni le nom du président de l'Assemblée nationale sur un bulletin. Il y avait le nom d'une seule personne, en tout cas de 2 personnes, et les Béninois ont opté pour une seule personne, Patrice Talon. Oui. Il a là, parce que nous estimons, d'accord, et métaphysiquement, que c'est l'homme qu'il nous faut à cet instant et qui doit pouvoir avoir les solutions à tous nos problèmes. Et il a les solutions à tous nos problèmes. Est-ce que c'est normal qu'on fasse d'un chef d'État un Superman? Oui, c'est un Superman qui devient chef d'État. C'est normal? Non, c'est pas tout, c'est un Superman qui devient chef Oui, d'État. bien sûr. À un moment donné, Pas tout, oui. à un moment donné, c'est le Superman qui gagne. Oui, mais il faut qu'on avance. Maintenant, Vous dites ça. Qu'est-ce qu'il peut faire? Oui, Par exemple, voilà. quand il a demandé au Parlement de nous proposer les pistes de sortie, vous avez vu automatiquement, même tous les partis politiques de l'opposition sont continués par converger vers le président de l'Assemblée nationale pour aller déposer les propositions là-bas. Mais attendez, le président de l'Assemblée nationale n'a qu'un mandat de recensement des différentes préoccupations. Celui qui va arbitrer en dernier ressort, c'est lui. C'est pourquoi je dis, si dans 15 minutes, vous pensez que le président ne sait pas ce qu'il faut faire pour sortir de la crise, mais il est en train d'éprouver les acteurs politiques face à leur destin. D'accord. Alors, elle parlait tout à l'heure de l'opposition actuelle qui n'est pas aussi unie, qui ne parle pas d'une même voix. Ce n'est même pas bien que toute la classe politique parle de la même voix. Non, pas toute la classe politique. Parce que mais quand on dit opposition. Oui, au moins l'opposition est unanime sur une question. La participation de tout le monde au processus électoral. Et c'est là où moi j'exige même beaucoup plus de responsabilité, de cohérence de la part de l'opposition. Et je dis, vous ne pouvez pas dire vous avez respecté les tests et qu'il y a une application partielle des tests et une interprétation détournée des tests et au même moment demander à ce que ces mêmes tests soient réécrits. Est-ce que vous voyez un peu? Donc là, il y a un problème d'incohérence, moi, à mon niveau. En tout cas, je n'ai pas encore vu une position claire d'une partie de l'opposition qui exige la réécriture des tests. Ils en ont exprimé, je pense, lors d'une réunion le 18 février. Et moi, j'avais dénoncé ça pour dire, mais attendez, si on rentre dans un processus comme ça, quand on rentre à l'Assemblée nationale avec un test, on ne sait pas quand est-ce qu'on sort avec un test final. Est-ce que vous voyez? Tout peut chambouler là-bas. Donc, est-ce que l'opposition souhaitait déjà à l'époque le report des élections? Bon, avant l'impasse dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et puis, il y a aussi une partie de cette opposition qui projette une marche ce matin. Joseph Bogo, est-ce que ça peut avoir un résultat sur le processus actuel, c'est-à-dire trouver des pistes de solutions pour évoluer? Je crois que malheureusement, ce n'est pas dans les rues que se trouve la solution. Steve vient de le mentionner. C'est le chef de l'État, lui seul, qui a la solution. Ce n'est pas dans les rues qu'on va trouver la solution. Dans les rues, c'est vrai que les mouvements de protestation font partie du champ des libertés publiques, du champ de la liberté d'expression. Et donc, c'est à bon droit qu'ils décident de marcher pour s'exprimer. Vous savez, l'incapacité ou l'impossibilité à s'affirmer socialement, comme l'a dit Amadou Ampateba, un arrêt de mort. Et donc, on leur concède cela. C'est à bon droit qu'ils décident de marcher pour se faire entendre. Mais je crois que la solution n'est pas dans les rues. C'est plutôt avec le chef de l'État qu'il faut s'asseoir et dégager une solution consensuelle. Et comme l'a dit Steve, même en moins de 5 minutes, le chef de l'État peut mettre fin à la récréation. Donc le chef de l'État va se substituer à la classe politique. Fin de cette récréation très rapidement parce que même, vous savez, lorsque vous parlez par exemple de positions qui ne parlent pas d'une seule voix, même au sein des formations politiques, il n'est pas bien que tous parlent d'une seule et même voix. Il y a des courants de pensée qu'il faut alimenter, c'est ça qui donne du corps à la démocratie. Malheureusement, dans notre pays, lorsque les courants de pensée commencent par se créer, il faut savoir que celui qui en est le leader a commencé par émerger de l'autre côté. Malheureusement, c'est ce à quoi on est habitué. Léa Glago, une marche en cette période est très très sensible. Oui, une marche en cette période est sensible, mais c'est permis également dans les tests que si vous recevez toutes les autorisations nécessaires, que vous puissiez marcher. Vous savez, la marche était prévue il y a plus d'une semaine. Ça a été sursis sans aucune raison, on n'a plus rien su. Si les acteurs politiques ont envie de faire un peu de sport, pourquoi pas, ça fera du bien à certains.
Ça, ce n'est pas pour être méchante, mais je le pense véritablement, mais je pense que ça ne va rien changer. Et je pense que là, nous sommes en train de voir un peu les limites de notre Constitution. Vous savez, quand à un moment donné, on parlait de déséquilibre des pouvoirs ici, tous on était d'accord qu'il y avait des équilibres, mais tous on disait que ce n'était pas le moment de revoir cette Constitution parce qu'elle est très bien, elle est comme ceci. Et c'était toujours les acteurs politiques, hein, parce que nous, quand on nous a expliqué, quand les sachants, les juristes et autres, les hommes de loi nous ont expliqué, les populations ont compris. Mais eux-mêmes, ils ont compris. Mais à un moment donné, comme ce n'est pas lui, ce ne sera pas moi. On en a, et c'est là maintenant que cette situation nous éprouve et nous montre que, oui, nous avons une bonne Constitution, mais cela reste des tests écrits par des hommes et ça a des limites parce que ce n'est pas normal, même si malheureusement on le reconnaît sur le plateau, que le chef de l'État pourrait trouver une solution. Ce n'est pas normal qu'un seul homme puisse avoir autant de pouvoir parce qu'à un moment donné, quand ça ne vous arrange pas, vous vous sentez brimé et brisé et c'est vous qui criez. Donc, je pense que cette interrogation mérite d'être réfléchie, peut-être pas dans ce contexte, mais dans un autre contexte, parce que notre Constitution a des limites. D'accord. Et quand l'impasse intervient, comme dans cette situation-là, c'est là on se rend compte que tout le monde crie, c'est le chef de l'État. Lui, il ne fait qu'appliquer les textes. Il ne fait qu'utiliser ce qu'il a à sa portée de main. Très bien. Voilà, c'est la fin donc de la causerie de ce matin. Steve, vous voulez dire quelque chose? Oui. Je vous donne 10 secondes. 10 secondes, oui. Je vous donne 10 secondes. Non, l'impasse n'est pas venue de la Constitution, vous êtes d'accord. Et votre observation sur les limites de la Constitution, je pense que ce n'est pas un problème que le chef de toute façon. C'est un problème pour vous. Non, pour vous. si le président de la République n'est pas celui qui a vous. plus de pouvoir que tous les autres présidents d'institutions, alors pourquoi il est l'élu? Bon, d'accord. On fera ce débat-là pourquoi après. il a le père de la Parce qu'on n'est pas, on n'est pas pour venu vous, ce c'est matin pour normal. faire ce C'est lui- débat. oui, Merci c'est lui qui infiniment il faut faire à une vous, distinction entre le chers pouvoir et invités. l'utilisation Steve du Poton, vous pouvoir. êtes un juriste. Merci d'avoir été Mais l'homme sur ce abuse plateau. toujours du Serra Léa pouvoir. Gago, rédactrice d'accord. en chef de Radio Tokpa, et Joseph Bobo, vous êtes le patron du quotidien Le Devoir. C'est la fin donc de la causerie.